Hello, moi c'est Amna de Parenthood, le podcast roman dédié à la parentalité. Vous avez peut-être déjà entendu parler, voire même participé, à l'un des événements sur le postpartum sans tabou organisé par Cléo et Magda de #Vie de parents. Eh bien cet été, durant tout le mois de juillet, on vous propose un hors-série spécial de 5 épisodes dédiés à cet événement, avec tous les professionnels de la périnatalité qui y ont participé. Vous aurez ainsi le privilège d'entendre leurs présentations et leurs conseils à chacun et chacune d'entre eux, ainsi que celui de Curtis, le parent témoin de cet événement. Ces épisodes sont extrêmement précieux pour les parents qui peuvent se sentir seuls, isolés, effrayés par rapport à tout ce qu'ils peuvent vivre et découvrir, dans cette période très spéciale qu'est le postpartum. En espérant qu'ils vous apporteront des réponses, du réconfort, vous permettront de déculpabiliser, de vous sentir mieux dans votre peau et par rapport à vos décisions, je vous souhaite un beau et doux postpartum. Et maintenant, je laisse Coraline, sage-femme et infirmière spécialisée diplômée au HUG, mais également fondatrice de la Mambox, vous parler du postpartum. Donc, salut Amna, moi c'est Coraline, j'ai 33 ans, je suis sage-femme aux urgences de la maternité. Je suis la fondatrice de la Mambox, c'est une box qui est destinée pour la guérison de la sphère intime après l'accouchement, mais qui peut s'utiliser avant l'accouchement pendant la dernière phase de grossesse. Donc Coraline, on reprend un peu les éléments de cette journée qui est dédiée au postpartum grâce à Cléo et Magda de #Vie de parents qui ont mis en place cet événement dédié au postpartum. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aller sur la question du postpartum, est-ce que tu pourrais rapidement nous expliquer en fait le rôle de la sage-femme pendant la grossesse, durant l'accouchement et du coup ensuite pendant la période du postpartum? Donc oui, avec plaisir. Alors moi je conseille vraiment de rencontrer sa sage-femme et de la choisir avant l'accouchement, donc pendant la grossesse. D'ailleurs c'est elle qui va vous suivre à domicile une fois que vous aurez accouché. À part l'association Bien-être, si mes souvenirs sont bons, les sages-femmes indépendantes ne peuvent pas vous suivre à la maternité ou en clinique. Donc ce qui se passe, c'est que une fois que vous êtes à la maternité, c'est une sage-femme, soit de l'accompagnement global parce que vous avez été suivi pendant votre grossesse par une des sages-femmes de l'accompagnement global, un service qui est vraiment propre au HUG. Soit vous avez un suivi basique, comme on connaît, par les gynécologues, et ensuite qui est pris en charge par la maternité. Et là, vous avez une sage-femme qui va être là en salle de naissance. Si vous avez de la chance, ce sera la même jusqu'à l'accouchement. Et si le travail dure un peu plus longtemps, selon le contexte, chaque 12 heures, il y a une sage-femme qui change. Donc voilà, c'est un petit peu la différence entre les sages-femmes indépendantes qui suivent avant et après grossesse, donc pendant le postpartum, et la sage-femme hospitalière qui va suivre en fait toute la période du pré-travail, du travail et de l'accouchement et du postpartum immédiat. Ok. Le postpartum immédiat, qu'est-ce que c'est ? Alors le postpartum immédiat, c'est les 2-3 heures et les quelques jours, donc les 2-3 jours qui suivent l'accouchement. Une fois que vous avez accouché, la sage-femme qui est en charge de vous et de votre enfant, elle va faire différents contrôles pour assurer un postpartum qu'on appelle physiologique. Donc pour ça, elle va contrôler les pertes de sang, elle va contrôler aussi la tonicité de l'utérus par différents moyens. Donc ça va être l'observation des pertes de sang et au toucher, c'est-à-dire qu'elle va mettre la main sur votre ventre et on appelle ça empaumer l'utérus pour venir exercer une pression et ça va lui indiquer si l'utérus est bien tonique, est bien contracté. Et le but de ce contrôle, c'est vraiment d'éviter une hémorragie et de vraiment avoir un contrôle sur cette partie parce que c'est vraiment le moment où ça peut basculer très très vite. Donc on va contrôler ça. Et on va contrôler également que le placenta est bien sorti, est bien entier. Souvent, on vous le propose à la naissance, si vous voulez voir le placenta. Au postpartum, on s'aperçoit qu'il y a certaines femmes qui nous disent « Ah, mais moi, je ne savais pas qu'on allait m'appuyer sur le ventre. » Et puis ça peut être assez impressionnant parce que déjà, au moment de donner la naissance, c'est déjà un événement et un chamboulement physique immédiat. Ensuite, on a le placenta qui sort, donc avec une reprise des contractions. Et ensuite, il y a les contrôles de la sage-femme qui fait partie du quotidien et on sait pourquoi on le fait et on sait quel risque peut arriver. Du coup, on n'en va pas forcément en parler. Et surtout que c'est hyper important que les femmes, derrière le conjoint aussi, comprennent qu'est-ce qu'on est en train de faire parce qu'on a le bébé qui est sur soi en peau à peau
Et nous, on vient glisser souvent la main sous le drap pour dire je viens contrôler la tonicité de votre utérus ou je viens vérifier si c'est bien contracté. Et on appuie. Donc pour des femmes qui n'ont pas de péridurale, ça peut être encore plus impressionnant. Même celles qui ont une péridurale peuvent quand même se dire « Waouh, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Je sens qu'il y a une pression. » Et de toute manière, qu'elles sentent ou qu'elles ne sentent pas, c'est très important qu'elles comprennent ce qui se passe et qu'elles comprennent ce qu'on leur fait et pour quelles raisons. Parce que ça arrive qu'on n'explique pas tout le temps. Parce qu'on est pris dans notre quotidien, dans les habitudes. Donc voilà. Dans les cas d'urgence, forcément, il y a des choses qui vont passer un peu plus vite. Notamment, le contrôle de l'utérus va peut-être se faire plus souvent. Disons que dans un postpartum immédiat dit physiologique, on va contrôler à peu près toutes les 15-20 minutes pendant la première heure, puis après ça s'espace. Donc ça peut être assez impressionnant parce que qu'on nous appuie 4 fois sur le ventre pendant la première heure, ça peut être assez impressionnant, surtout qu'on a plutôt envie qu'on nous laisse tranquille. Si dans le cas où ça se passe très très bien et l'utérus est bien contracté, ça peut être un petit peu espacé, mais c'est pas dans le but de dire on fait du zèle et on fait beaucoup de contrôle, c'est vraiment pour éviter et contrer ce risque d'hémorragie parce que suivant le contexte, alors évidemment chaque contexte est différent, mais selon les facteurs de risque, le contexte de l'accouchement, voilà, toutes des choses comme ça, les contrôles vont vraiment être très très importants et pour le bien-être de la maman et pour nous qu'on puisse assurer quelque chose des soins de qualité et un suivi qui soit vraiment sécure. Là, tu parlais des examens qu'on nous fait. On a le droit concrètement de refuser un examen ou est-ce qu'on doit aller un peu dans le sens de l'équipe médicale quand on est par exemple au HUG ou dans un hôpital ? Alors non, clairement, le patient, il est au centre de nos préoccupations, vraiment, ça c'est hyper important. Donc tout se discute, donc rien n'est obligatoire. Suivant les situations, forcément, les médecins ou les sages-femmes vont argumenter en disant voilà pourquoi c'est important, voilà pourquoi nous on voudrait vous le faire cet examen ou cette prise de sang ou qu'on vous donne ce traitement. Mais tout est discutable, on peut refuser, on peut très bien dire non, moi je le veux pas pour l'instant, est-ce qu'on peut en discuter dans 1 heure ? Est-ce que c'est pas du tout possible ? Et de l'autre côté, les médecins vont aussi mettre leur argument en avant en disant là c'est pas possible, par rapport au cœur de votre enfant, je dis n'importe quoi, c'est dangereux d'attendre 1 heure de plus, regardez le monitoring ou ce genre de choses. Mais après, en termes d'examen clair, par exemple le toucher vaginal, mettre une perfusion, poser une voie veineuse supplémentaire. Bon, ça souvent les couples refusent pas parce que c'est les anesthésistes et s'il faut une voie supplémentaire, ça veut dire qu'il y a une hémorragie, il y a d'autres choses. Mais si c'est injecter des traitements ou faire un toucher vaginal ou mettre des antidouleurs ou instaurer une provocation à l'ocytocine, ça tout est discutable, clairement. D'accord. Ça c'est important, vraiment important de le savoir. Ouais. Parfois, on entend des témoignages de personnes dont on a rompu la membrane. Ou la poche des os. La poche des os, sans forcément qu'elles comprennent ce qui se passait. Mm-hmm. Et c'est vrai que ça peut être assez violent, quoi. Mais... Non, c'est sûr. Alors, rompre la membrane de la poche des os, ça peut être clairement refusé et qu'on demande pourquoi on le fait. Alors, encore une fois, je pense que le conseil numéro 1 que j'ai à donner aux couples, c'est poser des questions. 10, 20, 30 fois. Si vous n'avez pas compris, c'est ok. Il y a un langage qui est particulier et que c'est normal que vous ne compreniez pas. C'est normal que ce qu'on vous dit, peut-être que vous percutez pas tout de suite. C'est un moment émotionnel qui est hyper fort. Ouais. C'est des termes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est un milieu dans lequel on n'a pas l'habitude d'être. Donc, entre le stress émotionnel et de la situation, c'est légitime de ne pas tout comprendre et de reposer 5, 10, 15 fois la question. Et ça, pour ça, c'est ok. Merci beaucoup. Ça vaut de l'or, ces conseils. Alors du coup, si on reprend, donc tu parlais des examens qu'il y a pendant la période du travail et donc du coup juste avant l'accouchement en fait. Oui. Ouais. Alors avant l'accouchement, donc c'est pendant toute la période du travail, on va contrôler la dilatation. Donc ça se fait par des touchés vaginaux et puis à travers ce toucher vaginal, on va déterminer donc la phase de dilatation, mais aussi dans quel sens est le bébé. Est-ce qu'il regarde les étoiles ? Est-ce qu'il regarde en bas ? Est-ce que sa tête est bien positionnée ? Donc il y a différents termes un peu barbares que je ne vais pas mentionner là, ça ne sert à rien.
Mais en faisant le toucher vaginal, ça va nous permettre de savoir s'il y a aussi ce qu'on appelle une poche restante. Est-ce que la poche des os est complètement rompue ou est-ce qu'il y a encore un petit peu? Ça nous permet aussi de voir la couleur du liquide. On va aussi contrôler si la vessie elle est pleine ou pas. Je parle notamment pour les femmes qui ont une péridurale. Ça, on va devoir vider la vessie régulièrement parce que du coup, avec la péridurale, la vessie ne fait plus son travail, elle est anesthésiée elle aussi. Donc on n'a plus ces petites alarmes qui disent « Ah, la vessie est pleine, il faut aller aux toilettes » ou « J'ai envie d'uriner ». Donc nous, en tant que sage-femme, on est garante de cette sécurité, de dire là, je constate que la vessie est pleine, je dois la vider. Et ça fait de la place au bébé notamment. Et ça peut aussi diminuer le risque d'hémorragie de vider la vessie. Donc c'est ces contrôles-là. On va aussi contrôler la tension artérielle, les pulsations, le rythme de bébé avec les capteurs qu'on met sur le ventre. Le monitoring. Le monitoring, tout à fait, avec les contractions. Et puis, on va s'assurer que la maman n'a pas de fièvre aussi. Donc, on va prendre la température. Et puis, après, c'est l'état clinique général. Elle, comment elle se sent. Et s'il y a des choses qui changent dans son attitude. Le monitoring va aussi être une source d'informations très, très précieuses. Sur différents critères, on va dire, voilà, il est en train de se passer quelque chose. Ou là, ça va bien, on peut avoir encore un peu de temps avant de commencer certains protocoles comme la provocation ou aller de l'avant parce que la situation fait que on doit avancer ou on peut se laisser du temps. Alors voilà, de nouveau, ça c'est propre au système hospitalier. Probablement que en maison de naissance et en clinique, ça marche autrement. Moi, je parle vraiment système HUG parce que c'est ce que je connais. Donc voilà, chaque endroit est différent et surtout, chaque situation est différente. Donc de poser des questions, de s'interroger sur ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait, c'est très important. Il faut s'approprier sa situation, vraiment. D'accord. Et donc voilà, pour en revenir au postpartum immédiat, donc c'est le postpartum qui suit en fait l'accouchement dans les heures qui suivent. Exactement. Postpartum immédiat, donc c'est vraiment les deux heures en salle d'accouchement. Et après, c'est le postpartum précoce ou à court terme et qui là se déroule au postpartum à l'hôpital. Et là, ça peut être entre 2 et 5 jours ou voire plus en fonction de la situation. Mais disons qu'un postpartum classique d'une naissance voix basse, je précise voix basse parce que pour une césarienne c'est encore autre chose, c'est à peu près 2, maximum 3 jours. Mais disons qu'on reste 2 jours hospitalisés. Et pendant ces 2 jours, la sage-femme va avoir à peu près les mêmes contrôles qu'elle fait en salle d'accouchement après la naissance. C'est-à-dire qu'on va continuer à contrôler l'involution utérine, donc la tonicité de l'utérus, pour voir si il reprend sa place de jour en jour. Donc, je rassure les femmes, on ne contrôle pas toutes les 15 minutes pendant 48 heures. Après, c'est maximum 2 fois par jour si la situation est physiologique et si la femme ne décrit pas de douleur ou de perte inhabituelle. Et avec ce contrôle de la tonicité de l'utérus, on va contrôler donc les fameuses lochies, donc ces pertes de sang qu'on a après la naissance, enfin dès la naissance, pendant toute la postpartum jusqu'au retour de couche, où là ça s'arrête. Donc c'est à peu près 6 semaines de perte de sang, donc de lochies qui vont aller en diminuant. Ça c'est hyper important, de vraiment contrôler que ces pertes-là, elles vont aller en diminuant. Donc nous, en tant que sage-femme, c'est ce qu'on fait. On va rendre attentives les femmes sur leurs pertes en leur disant aujourd'hui elles sont rouges, foncées, fraîches, c'est du sang frais. Les jours qui vont suivre, elles vont devenir de plus en plus claires, voire un peu laiteuses, grisonnantes comme ça. Et c'est ce qui est très important de contrôler. Donc nous, on fait ces contrôles, on explique aux femmes, voilà, je fais ces contrôles-là. Mais vous aussi, vous devez être attentifs parce que dans 2 jours, vous rentrez à la maison. Il y aura une sage-femme à domicile, mais elle va venir pendant une courte période. Le reste de la journée, vous devez être attentive à ça. Donc, la période du postpartum, nous, on a notre rôle, faire cette éducation à la santé pour les femmes, vraiment pour les rendre actrices de leur santé et les rendre attentives à ces contrôles-là pour pouvoir ensuite agir au bon moment, s'il faut revenir aux urgences, s'il faut prévenir la sage-femme à domicile. Donc, voilà. Donc, les lochies, l'involution utérine, l'antalgie, donc la douleur, et puis après tout ce qui concerne l'allaitement, donc la montée de lait, le risque d'engorgement, les crevasses, la mise au sein, les positions d'allaitement,
Et puis tout ce qui est ensuite cicatrice, donc ça peut être cicatrice d'épisiotomie ou de déchirure. Voilà. D'accord. Les tranchées, c'est des contractions qui viennent après la naissance. Elles viennent pour différentes raisons. Le corps est très très bien fait. C'est pour empêcher qu'il y ait une hémorragie. Donc grâce à ces tranchées, ça va permettre à l'utérus de se contracter. Donc l'utérus qui est un muscle. Elles vont être activées par l'ocytocine qui est aussi activée pendant les contractions pendant l'accouchement, c'est ce qui aide à accoucher. Mais cette ocytocine, elle vient aussi au moment de la tétée. Donc le bébé il tète, ça stimule la production d'ocytocine et ça va pas seulement faciliter l'éjection du lait, ça va aussi activer les tranchées pour que l'utérus se contracte et diminuer le risque de faire une hémorragie. Donc la mise au sein précoce, c'est super parce que du coup ça peut remplacer l'ocytocine de synthèse qu'on va mettre après l'accouchement. Si on n'allaite pas, si on ne souhaite pas allaiter, au moins pour éviter un risque d'hémorragie, mettez votre bébé au sein, ne serait-ce que les premières heures du postpartum. Donc ça va être pendant les premiers moments. Et ensuite, ces tranchées, elles peuvent être impressionnantes parce qu'on a vraiment l'impression qu'on a des contractions en fait. De nouveau, on se dit... qu'est-ce qui m'arrive ? Donc c'est complètement physiologique et ça va aider l'utérus à rétrécir, à éliminer ce sang, donc c'est le chi qui est en trop, et reprendre sa place au fur et à mesure. Donc à chaque tétée, ça peut se produire. Et souvent, on a des femmes où c'est pas leur premier enfant, les tranchées peuvent être plus importantes, parce que l'utérus est un peu plus grandi et un peu plus important. Alors, il ne met pas plus de temps à prendre sa place, mais les tranchées à ce moment-là, pour un deuxième, troisième ou quatrième enfant, elles peuvent être plus importantes que pour un premier bébé. Ah zut. Disons que quand on le sait, on appréhende un peu moins, on est un peu moins surprise, donc au moins d'être au courant. Et à côté, les antidouleurs font bien leur travail aussi. Donc, Et puis, ça peut durer combien de temps, tu disais, du coup les tranchées C'est assez variable. Disons qu'il faut... En fait, on dit que l'utérus reprend sa place au bout d'une dizaine de jours à peu près. Ça ne veut pas dire que le col est complètement fermé, mais chaque jour, l'utérus redescend de 1 doigt sous le nombril. Okay. Donc à peu près entre 7 et 10 jours, il reprend sa place et souvent, on ne les sent plus à ce moment-là parce que l'utérus est beaucoup plus petit, il est beaucoup plus bas, il n'est pas au niveau de l'abdomen et au niveau de la ceinture abdominale. Donc, c'est des douleurs qu'on sent pratiquement plus. Après, c'est femme dépendante, donc ça dépend de notre tolérance à la douleur, ça dépend de notre sensibilité. Donc ça, vraiment, c'est femme dépendante. Mais en principe, vraiment au maximum, au bout d'une semaine, on les sent plus. Ok. Tu as parlé de la mise au sein pour pouvoir aider justement avec les tranchées. Mais je me disais qu'en même temps, si on décide de ne pas allaiter ou qu'on ne peut pas allaiter... c'est pas forcément évident la mise au sein même provisoire parce que cette mise au sein elle demande quand même qu'il y ait plusieurs jours, enfin dans mon souvenir une mise en place qui peut durer plusieurs jours. Donc est-ce que ça se fait quand même ? Alors oui, ça fonctionne quand même. Après, de nouveau, il n'y a rien d'obligatoire. L'utérus se contracte quand même si on ne met pas au sein. C'est juste que ça favorise, ça donne un élément, disons, bonus. Okay. Et puis dans la majorité des cas, d'ailleurs, c'est assez systématique, sauf s'il y a vraiment un non radical des couples. Mais on met quand même l'ocytocine à la sortie de l'épaule du bébé pour que l'utérus se contracte. Déjà, donc pendant l'accouchement. Oui, en fait, exactement. On met une toute petite dose d'ocytocine au moment où la deuxième épaule est sortie. Pour que l'utérus déjà se contracte bien. Okay. Mais c'est pas une dose comme pour une femme qui va faire une hémorragie. C'est vraiment pour juste donner un petit coup de pouce à l'utérus pour qu'il continue à se contracter et que ça facilite aussi la sortie du placenta. Donc c'est vrai que la mise au sein, ça aide aussi dans ce sens-là. Maintenant, pour des femmes où c'est pas possible, où c'est inenvisageable, ou que physiquement parlant c'est compliqué, c'est ok de pas le mettre au sein. C'est vraiment pas du tout de culpabilité là-dessus. Ok, merci. Un mot sur les fuites ou les hémorroïdes ? J'ai vraiment les sujets les plus fun. C'est ça, les plus fun, c'est clair. Je pense que tous les sujets du postpartum sont super fun en soi. C'est sûr.
Alors, les hémorroïdes. Déjà pendant la grossesse, c'est pas hyper chouette, notamment pendant la grossesse, c'est vraiment pas le moment agréable. Donc, déjà un petit mot pour la Mambox. De faire des bains de siège, ça peut vraiment faciliter d'aller aux toilettes. Donc, vous pouvez déjà utiliser ces bains de siège quand vous commandez la box, avant l'accouchement. Et après l'accouchement, vraiment le mot d'ordre, c'est de bien boire pour aller aux toilettes facilement, de faire des bains de siège pour essayer de favoriser d'aller à selle plus facilement et diminuer les douleurs. Après, de nouveau, pour moi, ça c'est une partie qui est pas pathologique, mais ça fait plus partie de la physiologie. Donc, si vraiment c'est des hémorroïdes qui sont importantes et très douloureuses et que malgré des crèmes, malgré les antidouleurs ou malgré les bains de siège, ça ne passe pas, il faut consulter un spécialiste. Ça peut, disons qu'en fait, les hémorroïdes, c'est des choses qu'on a déjà. En fait, c'est des petits vaisseaux qui sont déjà à l'intérieur de l'anus, en fait. Okay. Tout le monde a des hémorroïdes, mais simplement qu'elles ne sont pas extériorisées. Et quand elles sortent, c'est là où elles font mal, en fait. Mais ça peut être favorisé par l'accouchement, en fait. C'est à ce moment-là qu'elles sortiraient, c'est pas pendant la grossesse Si, ça peut être favorisé par la grossesse, par différents facteurs, notamment les hormones, certaines hormones qui vont dilater les vaisseaux, ralentir le retour veineux. Et donc, dilater les vaisseaux, c'est partout. Hein. C'est jambes, c'est tout, c'est la digestion, tout. Les intestins et notamment les veines qui se trouvent au niveau de l'anus, qu'on appelle hémorroïdes. Et le fait qu'elles soient plus dilatées vont, chez certaines femmes, sortir. Et ça va être favorisé aussi parce qu'on est constipé, le fait qu'on bouge moins, le poids, donc le ventre qui prend plus de place, normal. Et donc toutes ces choses qui vont favoriser. Alors on n'est pas du tout égal par rapport à ça. Des femmes vont en sortir et d'autres pas du tout. Certaines vont avoir des facteurs de risque qui vont pas en avoir et vice versa. Okay. Les fuites, ça peut survenir. Alors c'est souvent, on parle de fuite urinaire. Hein. Okay. Après souvent pour un premier bébé, je compare toujours le périnée comme n'importe quel muscle. Tu as été sportive hyper longtemps. Si tu arrêtes pendant un long moment et tu reprends, il y a une mémoire du corps et souvent ça repart vite, où tu vas pouvoir vite reprendre des poids, vite courir ou marcher sur une longue période. Que quelqu'un qui a jamais rien fait, une rééducation, c'est presque une éducation au périnée, parce que du coup c'est un muscle que tu dois muscler. Mais ça devrait être commencé dès l'adolescence. On devrait parler du périnée dès l'adolescence. Ah, mais c'est intéressant. Apprendre aux femmes à prendre conscience de leur corps et surtout de cette partie-là, qu'elles peuvent déjà le contracter, déjà quand on se retient de faire pipi, quel mécanisme en fait, et puis à vraiment avoir conscience de cette partie-là qui ne doit pas du tout être honteuse. Et ça, c'est typiquement un investissement qu'on fait normalement dès l'adolescence, par exemple, souvent entre guillemets le déclencheur, c'est le début des règles, parce que voilà, en tant que jeune fille, c'est une puberté, c'est des choses qui changent, donc il faudrait l'évoquer là et en prendre soin dès maintenant, dès cette période-là. Donc, pour des femmes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir en prendre conscience avant, c'est pratiquement de l'éducation au périnée pour pouvoir éviter les fuites urinaires, pour pouvoir, dans sa sexualité, avoir un meilleur contrôle et des meilleures sensations. Et au quotidien, dans les gestes du quotidien, ramasser le panier de linge, porter des packs d'eau, et prendre son enfant dans les bras. Toutes ces choses-là, normalement, le périnée devrait intervenir à chaque fois. Donc on muscle notre périnée quand on fait chacun de ces mouvements. Exactement, ouais. Okay. Et à chaque fois qu'on se retient d'aller faire pipi aussi. Alors c'est pas conseillé de se retenir quand on fait pipi, mais typiquement déjà quand on est normalement, on est à table ou à son bureau au travail, de contenir, de contracter son périnée, comme si on serrait un cran trop serré sa ceinture. Donc on va rentrer le ventre et faire comme un peu une aspiration, tout en serrant cette zone entre le vagin et l'anus. Okay. Donc il faut la visualiser. Mais pour pouvoir être à l'aise avec ça, il faut l'entraîner. Comme n'importe quelle chose, au début, on est très concentré, on a l'impression que ça ne marche pas. Mais au fur et à mesure, ça vient tout seul. Et ça, typiquement, ça devrait être des choses qu'on fait au quotidien. Ça fait partie d'une routine, comme on se lave les dents, comme on se lave le visage, comme on se douche. Ça fait partie du quotidien. Ouais.
Mais Vraiment. c'est super important de le savoir parce que moi, personnellement, j'avais entendu vaguement le mot périnée, mais c'est qu'en fin de grossesse que je me suis dit, mais attends, un périnée, c'est quoi concrètement? Je n'étais pas sûre de moi en plus. Ouais. Et j'étais choquée de réaliser qu'en fait, je ne savais pas vraiment ce qu'était un périnée. C'est sûr. En gros, c'est la partie entre la fin du vagin, donc la fourchette, et l'anus. Donc cette petite zone qui n'est pas très large. Et le périnée agit comme un hamac pour l'utérus, les ovaires, la vessie. C'est le plancher pelvien en fait. Et ça c'est hyper important parce que d'investir maintenant dans son périnée, il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire que maintenant, je sais pas, une femme qui a jamais fait de sport à 40 ans, ben, c'est jamais trop tard de faire du sport. Maintenant, le périnée c'est la même chose. Même si on a eu 2, 3, 4, 5 enfants, c'est jamais trop tard de faire de la rééducation du périnée. Et d'investir maintenant dans son périnée, pour plus tard, c'est hyper important parce que quand on vieillit, tout se relâche et notamment cette partie-là du plancher pelvien. Et les risques, c'est de faire une descente d'organes, un prolapsus vaginal, toutes des choses très agréables à entendre. Mais disons que si on ne le sait pas, ben voilà, disons que c'est pour pallier à ça, il faut investir dès maintenant dans son périnée et dans son corps en fait. Bah, on y pensera à essayer de le muscler. Je sais qu'en écoutant cet épisode, on va être nombreuses à muscler notre périnée en même temps. C'est ça, il faut le faire dans des petits moments où on ne réfléchit pas, c'est le plus efficace. Donc serrez vos périnées. À vos périnées. Alors, la nuit de la Java en quelques mots, donc pour reprendre un petit peu, pour qu'on situe bien le contexte. Le bébé est né. Il va être gavé d'hormones et vous aussi. L'inverse de votre enfant, c'est que nous, on va plutôt être dans cette veille maternelle, à pas réussir à dormir, être un peu dans cette excitation et cette adrénaline, tout en étant un peu shooté à l'ocytocine parce que on a envie de rire, on a envie de sourire et de regarder son bébé. Et lui, c'est tout l'inverse. C'est un peu l'atterrissage de la naissance, donc souvent la première nuit ou les premières 24 heures, il va dormir. Donc il est shooté à nos hormones, c'est ça? Oui. L'ocytocine qui sort en fait. Exactement. Et puis surtout, entre guillemets, au stress de la naissance. Ouais. Donc il va récupérer, donc il va beaucoup dormir. Des fois, il y a même des enfants qui ne mangent pas, qui vont faire une tétée rapide et pendant 24 heures, ils ne mangent pas. Soit parce qu'ils ont l'estomac plein, il y a encore du liquide amniotique qu'ils ont avalé, souvent on les voit un peu buller, on les voit avoir un peu des hauts le cœur, on les voit éternuer. Ça c'est des signes qu'il a l'estomac plein, donc il va pas manger, il va plutôt dormir. C'est comme nous, on a mangé un resto gastro, alors on va pas faire des bulles, mais on aura plutôt envie de dormir et de digérer. Le bébé c'est la même chose. Et la nuit suivante, l'estomac se vide, nous on est à l'inverse, on est crevé, on a envie de dormir, et c'est là où bébé réalise qu'il doit réclamer à manger, il doit maintenir sa température, il est plus recroquevillé en position fœtale dans votre ventre. Autour de lui, il n'y a plus de bruit. Il n'y a plus de bruit du cœur, il n'y a plus le bruit des intestins, il n'y a plus le bruit de la digestion, il n'y a plus le bruit de la voix de la maman en continu, plus ou moins en continu. Donc ça, c'est tous des éléments qui peuvent stresser, et le seul moyen de communiquer son stress et sa frustration et ses besoins, c'est de pleurer. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle un peu la nuit de la Java, parce qu'en vrai, il n'y a pas grand chose à faire que essayer de répondre au mieux à ses besoins, surtout ne pas stresser, d'accueillir cette nuit de la Java comme un moment où on se dit j'apprends à comprendre mon bébé, et mon bébé est en train de comprendre qu'il n'est plus dans mon ventre et il est en train de se passer des choses. Souvent on est dépassé parce que pour un premier bébé on se pose 1000 questions, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc pas de panique, on respire et on accueille ses pleurs parce que c'est son moyen de communiquer. Et on essaie de se reposer dans les moments où il est calme, même si c'est des micro-siestes. Donc c'est un peu la période, je dirais, où il faut limiter les visites, se reposer un maximum à n'importe quel moment de ce postpartum à la maternité, vraiment en profiter et user des sages-femmes. Parce qu'on est aussi là pour ça, de ce moment où ça peut être plus compliqué émotionnellement pour bébé et pour maman. Okay. Mais c'est bon à savoir, parce que pour le coup, si tu le sais pas, tu te poses un milliard de questions. Pourquoi est-ce qu'il pleure? T'essayes de rassurer, ça marche pas, j'y arrive pas, je vais pas y arriver. Et là, c'est le début de l'enchaînement. Alors que si on te dit juste non, c'est normal,
la nuit prochaine ça ira mieux, bah du coup ça change la donne en fait. Complètement. Et que c'est un passage, pratiquement tous les bébés y passent à plus ou moins la même période, à 24 heures près, je dirais 24-36 heures près. Et il faut vraiment une chose qui est importante, que je répète souvent aux parents, c'est qu'il faut vraiment s'imaginer le bébé qui est dans un tout petit cocon tout serré, avec plein de bruit, ou même la nuit il a du bruit, parce que le cœur il continue de battre, hein, même si nous on dort. Les moments où il va dormir, vous dormez peut-être pas, donc vous allez parler, vous allez avoir du bruit autour de vous, donc tout ça il l'entend, et la digestion aussi, donc il entend les bruits des intestins, de tout ce qui se passe dans le corps, et du jour au lendemain, il a plus de bruit la nuit, plus rien du tout. Donc ça peut être vraiment une source d'angoisse pour cet enfant, et de vous communiquer que je comprends qu'il y a quelque chose qui a changé, j'ai besoin d'être rassurée. Donc de remettre les choses dans leur contexte et d'être juste là et présent et de faire des câlins à ce bébé et puis d'attendre que ça se calme. Ouais. Et puis d'ailleurs, c'est aussi ça qui souvent provoque la montée de lait. En fait, c'est les pleurs du bébé ou pas du tout? Alors ça peut. On entend des fois. Dans le sens où, alors c'est pas les pleurs qui vont activer la montée de lait, ça va être que un bébé qui pleure, on va tenter plein de choses. Donc les câlins, vérifier le change et tout ça, mais aussi du coup le mettre plus souvent au sein. Et la montée de lait, le bébé il le sent. Donc il va beaucoup plus pleurer, beaucoup plus réclamer, râler, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Le lait change de goût, le lait change de couleur. Donc toutes ces choses font qu'il sait très bien ce qui est en train de se passer. Donc pour stimuler cette montée de lait, il va râler, il va pleurer, il va solliciter la maman pour qu'il soit mis au sein plus souvent. Okay. Et la montée de lait se fait. Et là, du coup, voilà, il y a des choses qui se passent où il va être beaucoup plus apaisé. D'ailleurs, on voit tout de suite un bébé qui va téter pour stimuler. Et d'un coup, hop, il change son rythme de téter, où c'est beaucoup plus lent. Ça va être, on voit qu'il avale, c'est des longues gorgées, un peu comme ça en vague. Qu'avant, c'est vraiment des tétés très rapides comme ça pour que le lait vienne. Et il y a des femmes qui sentent que le lait arrive. Ouais. Donc ça, c'est l'ocytocine qui fait très bien son travail pour l'éjection du lait. Super. Et du coup, en parlant du lait qui arrive, est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur, tu sais, un peu tous ces termes comme le colostrum, le méconium, c'est des termes qu'on entend comme ça? Alors le colostrum, c'est les fameuses gouttes d'or, c'est ce premier liquide qui sort qui est plutôt un peu transparent. Souvent, on entend que les mamans, elles sont assez inquiètes à cause de la quantité. Elles se disent, est-ce que mon enfant va avoir assez avec ces quelques gouttes ? Et oui, il aura clairement assez, parce qu'en fait, à la naissance, un bébé, la taille de son estomac, elle est entre 3 et 5 millilitres. Donc c'est vraiment très très peu. On prend une seringue, 3 millilitres, c'est vraiment minuscule. Donc petit estomac, donc rempli vite, mais il se vide vite aussi. Donc il va réclamer souvent. Et au fur et à mesure, l'estomac grandit, va vraiment comme un élastique qui s'agrandit. Et il va avoir plus de contenance, donc il peut contenir plus, donc il va tenir plus longtemps, et ainsi de suite, c'est comme ça que ça se passe. Et dans les moments où il y a les pics de croissance et ce genre de choses, il va réclamer plus, et ça c'est encore un autre sujet. Donc pour le colostrum, voilà. Ensuite il y a le lait normal. C'est les 2-3 premiers jours le colostrum? Oui, en fait c'est juste dès la naissance et... jusqu'à un peu cette plénitude mammaire en fait, où il y a le colostrum qui est présent à ce moment-là. Et puis le méconium, c'est les premières selles du bébé qui sont très noires, charbon, très collantes, qui en fait sont constituées du liquide amniotique. Donc c'est le liquide amniotique qui est digéré, qui va être évacué à ce moment-là. Et la digestion du lait va permettre de remplacer en fait ce méconium. Donc les premières selles évacuées, c'est le liquide amniotique qui est digéré et qui sort. Et une fois qu'il n'a plus ça, c'est remplacé par les fameuses premières selles or. Donc ça, c'est vraiment du lait et de l'alimentation, soit du lait artificiel, soit de l'allaitement. Ok. Bon, je pense que là, on a un peu fait le tour quand même de ce qu'il y avait. Du coup, si on avance un petit peu, là, on a passé le postpartum immédiat des quelques heures, le postpartum des premières semaines. Et petit à petit, comment est-ce que le corps il évolue dans le postpartum
plus lointain, mais dans les premiers mois et puis après. Parce que ça peut durer 1 an, mais ça peut durer 3 ans. Exactement. Alors, le corps, il évolue, je dirais chacun à son rythme. Hein. D'une grossesse à une autre, déjà, il peut y avoir vraiment avoir des grosses différences. Et d'une femme à une autre, j'en parle même pas. Donc, les conseils que je donnerais, c'est vraiment de s'écouter et d'être indulgente avec ce corps qui a donné la vie et qui est en train de se remettre d'un chamboulement qui est immense. Notamment, alors je veux vraiment parler physiologie. Alors ça va être déjà tous les organes pour qu'ils se remettent en place, ça prend du temps. L'utérus, on en a parlé, pour qu'il reprenne sa taille initiale, ça prend du temps. Que les pertes de sang s'arrêtent, ça prend du temps. Et à côté de ça, il faut aussi fabriquer du lait et subvenir à ses besoins personnels. Donc ça fait beaucoup de choses, exactement. Et avec ça, on doit gérer la chute hormonale. On doit gérer ses émotions personnelles. Le quotidien avec un bébé et le quotidien dans son couple. Et quand je parle dans son couple, c'est de toute l'intimité qui va gentiment se remettre en place. C'est un nouveau quotidien avec un bébé, des fois qui dort dans la même chambre, avec des tétés la nuit, donc la gestion du sommeil. Et on doit pouvoir faire face à tout ça, mais vraiment avec beaucoup d'indulgence. Pour moi, c'est vraiment un mot qui est important parce que souvent, on est un peu biaisé par les réseaux, par des fois notre entourage, par ce qu'on voit, mais qui est d'ailleurs jamais la réalité. C'est ce qu'on imagine, en fait. Exactement. Ça, c'est vraiment dans l'imaginaire collectif qu'on doit répondre à certaines normes et à être comme ça, dans telle case, pour être la mère parfaite. Stop à tout ça, quoi. Maintenant, la parole se débloque là-dessus, mais on est vraiment au balbutiement de ces sujets. Donc, vraiment, la reprise de l'intimité dans le couple, elle doit se faire au rythme de chacun. Il n'y a pas de norme. Alors, il y a une chose que souvent les gynécologues et les sages-femmes disent, c'est que la reprise des rapports, elle ne se fait pas avant 6 semaines. Pourquoi ? Parce que le col n'est pas totalement fermé et souvent on a des douleurs, mais encore une fois, c'est vraiment femme dépendante et couple dépendant. Puis ça dépend aussi, j'imagine, de l'accouchement qu'on a eu. Si c'est par voie basse, par césarienne, il y a encore des facteurs. Exactement. Et puis de tout l'imaginaire qu'on peut avoir. Il faut aussi penser que la baisse de la libido, elle est aussi impactée par la chute hormonale. Donc, pas d'inquiétude si on n'a plus d'envie. Ça va revenir, ou peut-être ça va revenir moins. Mais il faut se baser sur son quotidien. Si au quotidien, on avait déjà un rythme de rapport et d'intimité qui est tel... est-ce qu'après la naissance, ça va être ce même rythme, ou est-ce que ça va être plus, ou est-ce que ça va être moins ? Mais il ne faut pas se dire, avant, la moyenne des gens, c'est 2-3 fois par mois, et là, maintenant, nous, on a une baisse totale de libido, on ne fait plus qu'une fois par mois. Oui, mais avant, est-ce que vous faisiez ça qu'une fois par mois ? Oui, donc il n'y a pas de baisse de libido, c'est que c'est la même, donc pas de pression. Et aussi, une chose qui est importante, c'est que d'aller consulter un sexologue comme un psychologue, c'est pas une fin en soi. Comme quand on va voir son médecin parce qu'on a mal au dos, on va voir son ophtalmologue parce qu'on a mal aux yeux, aller consulter parce qu'on estime qu'au niveau sexuel et intimité, il y a une problématique qui nous pèse, c'est pas une fin en soi. Et au contraire, ça peut donner du soutien, ça peut donner reconfiance et mieux comprendre l'autre. Il faut se faire confiance et faire confiance à l'autre dans ses compétences, dans ses envies. La communication, forcément, c'est la clé. Mais si à un moment, cette communication, elle est rompue, eh bien, c'est pas une fin en soi d'aller voir un sexologue, par exemple, ou un psychologue pour trouver des solutions ensemble. Merci pour ce conseil. Ouais, effectivement, le gynéco nous a dit exactement ce que tu viens de dire, mais Jessica, son corps, en fait, je sais pas, peut-être parce qu'elle est petite, je sais pas, c'est son métabolisme, en fait, il a trop, par rapport à le premier non, le deuxième non, la troisième, ouais, carrément. Son corps, il a
Il a vite tout... En fait, la première fois qu'elle est tombée enceinte, elle a fait une fausse couche. Genre, elle a fait la fausse couche, on va dire, le 24 octobre. Ou, je sais pas, le début novembre. De base, si je me trompe pas, après je sais que ça dépend des corps, du corps de chacun des femmes, ça met peut-être, quand on fait une fausse couche, peut-être, je sais pas, 2-3 semaines ou pour que ça se régénère ou ça redevienne comme avant. Ouais. Elle, ça a mis genre 1 semaine et demie. Elle est retombée enceinte. C'était incroyable. Même le gynéco, il était choqué. Il a dit, attends, tu viens de faire une fausse couche, t'es déjà enceinte. C'est trop bizarre. Donc du coup, son corps, je sais pas, c'est pour ça que je dis ça. Après, elle, dès qu'elle a fait la fausse couche, même pas 1 semaine et demie plus tard, apparemment, elle était retombée enceinte. Ok. Voilà, trop bizarre. Je sais pas. J'ai même posé des questions. Je me disais, mais comment c'est possible ? Parce que voilà, il y a eu ça, il y a tout ce cycle-là, mais elle était en dehors du cycle. Genre, elle a trop vite récupéré tout. Je pense qu'il doit en avoir beaucoup comme ça, mais bref. Et donc, elle est retombée enceinte tout de suite. C'est comme si vraiment ce bébé, il fallait qu'il vienne, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc là, pour Kelly, là aussi, elle a très très vite récupéré, que même genre 5 semaines plus tard, on a repris déjà. Bref, et du coup, en tout cas, ça a repris, et franchement, ça a vite repris, même parce que je sais que le corps, au niveau de tout ce qui est à l'intérieur, elle doit même travailler pour que ça revienne comme c'était. Voilà, merci. La rééducation du périnée. Voilà, exactement. En fait, même dans la pénétration, genre, j'ai senti comme si de rien ne s'était passé. Genre, c'était normal. C'était même parfois, je lui ai même dit, on dirait que c'était mieux même qu'avant. Genre, je sais pas, c'est trop bizarre. Et du coup, je pense que ça dépend de la personne ou du corps de chacun, des femmes, et aussi peut-être dans la tête, je sais pas. C'est très... Parce que nous, on est des gens assez très positifs, et quand on veut quelque chose, on fait tout pour l'avoir, et franchement, ça marche. Et du coup, je pense que c'est ça. Moi, au fond, j'étais pas forcément en manque ou quoi, parce que je sais qu'il y a des étapes à respecter, il faut être patient, mais je pense que c'est juste, voilà, je sais pas, c'est le fait de croire ou le fait de se dire, ouais, parce qu'elle aussi, en fait, elle avait envie. Ouais, donc je pense que psychologiquement, les deux, ça a travaillé, et son corps, il a dit, vas-y, allez, je vais bosser pour toi, je vais vous mettre bien, comme ça, vous pouvez recommencer vos folies. Et puis voilà. Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. C'est par la communication aussi que vous en êtes arrivé là, justement. C'est mais bien sûr. Que ce soit vraiment de la communication entre vous. Oui, c'est clairement de la communication. C'est le seul truc qui, de toute façon, peut faire qu'on puisse, entre guillemets, avancer même après bébé, avant bébé, enfin, tout ce qui est postpartum, tout est dans la communication. Ça aide énormément. J'ai envie de dire, c'est de la logique, on communique, quoi. Ouais. Voilà. Nous, je pense qu'on s'entend, et c'est pour ça que ça marche. Exact. Que j'ai pu, au bout de 5 semaines, avoir le plaisir. Voilà. J'ai apporté mon aide psychologiquement, parlant aussi, pour qu'elle se sente le plus à l'aise dans tout ce qu'on traverse jusqu'à même maintenant. Ouais. Est-ce que toi, ça t'a surpris aussi le postpartum en soi, après la naissance ? Est-ce qu'il y a des choses dont tu n'avais pas du tout conscience en tant que toi, en tant qu'homme, en tant que papa, justement ? Oui. Moi, ce qui m'a le plus surpris chez la femme, en général, parce que c'est la femme, après ma compagne aussi, mais c'est que, en fait, vous subissez cet ascenseur émotionnel assez fort, genre... vous êtes toujours dans ce truc pendant des mois où vous êtes contente, et puis d'un coup vous êtes là, et puis tout ça et tout. Et puis nous, en fait, je pense en tant que papa, on est là, on essaie de comprendre, de capter, de se dire, ok, je sais qu'elle vit ce truc. On sait pas, c'est très spécial, mais on comprend que, enfin moi en tout cas j'ai compris que c'est exceptionnel. C'est un truc qui va durer longtemps, ça peut durer longtemps, mais je pense que ma façon d'être fait que je peux pas laisser ça en fait. Alors oui, j'accepte que normal qu'il y a ce truc émotionnel, on est la femme ou même les parents, généralement, on peut être désorienté à cause de plein de trucs, que ce soit le sommeil, le manque de sexe, les câlins, les trucs qui changent, tout ça, je l'accepte, mais je fais en sorte de l'accepter, mais pas que ça soit un truc mauvais. Je prends le bon côté de toutes ces choses pour me dire, c'est pas grave, ça va aller, ça va passer et tout. Et je pense que c'est ça qui fait que ça marche. Alors la chute hormonale, gros sujet, elle concerne 100% des femmes, personne n'y échappe. Une chose qui aussi doit être banalisée et normalisée, c'est le baby blues, donc qui concerne 80% des femmes accouchées, et à la différence de la dépression du postpartum qui concerne une femme sur 5.
Donc la chute hormonale, c'est un moment qui peut être assez impressionnant parce qu'on va être à fleur de peau pour beaucoup de choses. Au niveau physique, on peut avoir des sécheresses vaginales qui ne correspondent pas du tout à notre envie d'avoir un moment d'intimité avec son conjoint ou sa conjointe. Donc c'est une période qui est transitoire, mais qui peut être traumatisante. Donc il faut en parler, être au courant qu'on va toutes passer par là, et surtout que le conjoint soit informé, sache que sa femme, sa compagne va passer par là, et pour les tips ou les choses que lui il peut faire à ce moment-là, c'est vraiment d'être auprès d'elle, valoriser ce qu'elle fait, l'encourager, lui rappeler qu'il y a cette chute hormonale et que probablement elle est dans ce moment-là. Parce que souvent, les femmes n'ont pas du tout conscience de cette chute hormonale, ce qui est normal, elles ont autre chose à s'occuper. On est souvent focus sur les besoins de son enfant, répondre à ses propres besoins, donc on a la tête dans le guidon. Donc, que notre conjoint nous fasse un petit rappel en disant « je crois que tu es dans cette période de chute hormonale, t'inquiète pas, ça va passer, je suis là, on va la traverser ensemble ». Le choix des mots et le soutien de son partenaire peut vraiment faire la différence. Ouais, c'est essentiel du coup que les partenaires justement soient vraiment sensibilisés en fait sur cette chute hormonale. C'est bien la chute ou redescente, ou je sais plus comment c'est. Oui, alors disons que la chute hormonale, je trouve plus violent que la descente hormonale. Et c'est bien celle qui normalement ou plus ou moins apparaît à partir du 3e jour, c'est ça? Oui, elle corrèle avec la montée de lait en fait. Okay. Où les hormones de grossesse et d'accouchement laissent la place aux hormones qu'on va avoir besoin pour l'allaitement, la remise en place de l'utérus et la réactivation du transit et la remise physiologique du corps avant la grossesse. Donc voilà, vraiment bien rappeler au couple que le 3e jour, c'est tout à fait possible, que commence petit à petit en fait ce chamboulement émotionnel et hormonal qui entre en ligne de compte. Merci Coraline. Et par rapport à tout ce que tu disais sur le corps en postpartum, on précise bien que ça arrive, peu importe le type d'accouchement. Ça peut arriver que ce soit les tranchées, les logis, les fuites, voilà, tout ça. Exactement. Césarienne, accouchement voix basse, des femmes qui ont eu une provocation. Tout ça, c'est des accouchements. Donc, tout le monde y passe par ces étapes-là. C'est normal, le corps doit se remettre, donc on passe par toutes ces phases. Donc être informé, être sensibilisé, parlez-en autour de vous, à votre conjoint ou aux personnes qui sont proches de vous, qui vont vous soutenir dans cette période postpartum. Le fait qu'elles soient informées et au courant de ces choses-là, elles seront moins gênées et vont pouvoir mieux comprendre par quel moment vous passez. D'accord. J'avais une petite question pour les femmes qui accouchent en maison de naissance ou qui accouchent chez elles, par exemple, ce qui t'est arrivé. Est-ce qu'il y a des contrôles à venir se faire, par exemple, à la maternité, ou est-ce qu'il y a un contrôle qui se fait directement à la maison? Comment ça se passe en fait pour les femmes qui n'ont pas forcément accouché à la maternité ou en clinique avec le protocole hospitalier? Alors en maison de naissance, elles vont être contrôlées par les sages-femmes qui sont présentes sur place pendant cette période postpartum. Et pour les femmes qui ont accouché à la maison, c'est la même chose en fait. C'est les mêmes contrôles. Et en cas de péjoration de la situation, par contre, elles sont transférées à la maternité pour des contrôles plus rapprochés ou agir si, par exemple, il y a un début d'hémorragie. Mais le risque zéro n'existe jamais. Mais souvent, si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a peu de risques, il y a peu de facteurs de risque qui rentrent en ligne de compte. Okay. Mais c'est les mêmes contrôles, c'est exactement la même chose, simplement que ça se fait dans un lieu différent. Okay. Et pour tout ce qui est, justement les tests, on n'a pas parlé, mais tests de Guthrie... Ça se fait aussi en maison de naissance et à domicile. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous parler rapidement des tests qu'on fait au bébé dans les premiers jours, justement à la mat avant la sortie? Donc je pense notamment à la bilirubine,
C'est le test de la jaunisse, ou je ne sais pas si on l'appelle Exactement, comme ça. c'est ça. Le test de Guthrie et puis le test d'audition. Oui, alors pour la bilirubine, elle se fait tous les jours au moyen d'un flash qu'on place sur la peau du bébé, sur le front ou sur le torse. Ça va donner un chiffre et en fonction de ce chiffre, on va évaluer s'il est trop haut ou normal. Et dans le cas où il est trop haut, on fait une prise de sang pour évaluer la quantité de bilirubine dans le sang. Donc ça se fait tous les jours. Et dans le cas où c'est trop haut, après on va mettre les bébés dans les bilibeds avec la lumière bleue qui va en fait aider le foie à éliminer plus efficacement cette bilirubine dans le corps du bébé. D'accord. Et donc ça c'est le test de la jaunisse. Exactement. Ensuite on a le test de Guthrie, donc c'est théoriquement un petit pic, une petite prise de sang de quelques gouttes de sang au talon. Maintenant on le fait aussi sur la main du bébé. D'ailleurs les mamans, enfin les couples peuvent demander que la prise de sang se fasse sur la main. Les études ont montré que c'était moins traumatisant, la mémoire de la douleur était moins importante chez l'enfant si la prise de sang se faisait sur la main que sur le talon. Donc vous pouvez demander que ça soit pris sur la main. Et en fait, c'est des gouttes qu'on va placer sur un papier buvard et qui va être ensuite envoyé au Kinderspital à Zurich pour détecter s'il y a des maladies rares. Donc ça, n'importe quelle sage-femme ou centre hospitalier n'aura pas les résultats s'il n'y a rien. Donc pas de nouvelles, bonne nouvelle. Moi, ce qu'il faut retenir, dans le cas où il y a une problématique, l'hôpital ou la sage-femme qui l'a fait va être contacté. Et là, il y a un rendez-vous, il y a d'autres choses qui sont mises en place. Okay. Donc le test de Guthrie, ça permet de déceler les maladies rares et les maladies graves. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le fait. Et puis s'il y a un résultat, c'est directement envoyé au médecin référent ou au pédiatre ou à la sage-femme qui l'a fait. Et le dernier test, c'est le test de l'audition. Donc ça, c'est fait, on met comme 2 petits écouteurs dans les oreilles de bébé et la responsable en charge de ce test va évaluer si ça tape en fait contre le tympan. S'il y a une réponse, en fait, c'est des ondes, c'est pas du tout des sons violents ou quoi, et ça permet de détecter s'il y a une perte d'audition ou si le bébé est malentendant. D'accord. Merci beaucoup Coraline, vraiment pour toutes ces informations, super utiles pour les parents. Avec plaisir. Merci beaucoup Amna.